C'est un camp, un vaste camp, sans baraquement, sans barbelé, sans chien ni gardien, sans mur ni fossé, pas de règles, pas de consignes, pas de tenue de crâne tondu, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, t'es prisonnier. Mais tu te crois libre, tu t'accroches à ça libre, t'en sortir, tu crois tenir, tu crois tenir, tu penses pouvoir tenir, tu erres, mais tu crois pouvoir tenir. Souliers éculés sur le sol dur, pas d'empreinte, tu ne traces rien, tu erres. La tête de moins en moins sûre, tu erres, et tu penses, et tu ne sais plus ce que tu penses, de moins en moins sûr de pouvoir penser, tu erres. Le corps abîmé, tes jours pèsent des semaines, tes semaines pèsent des mois, tes mois pèsent des années. Manger, boire, chier, dormir, manger, boire, chier, vomir, manger, boire, chier, fuir, manger, boire, chier, se couvrir, manger, boire, chier, s'aplatir, manger, boire, chier, s'anéantir, manger, boire, chier, mourir. Paris. Paris le beau, Paris l'olympique, Paris le triomphal. La fête est terminée, Paris se dépouille. Son éphémère coloré tombe à ses pieds. Paris se démaquille, enlève ses barrières, ses clôtures. Paris roule ses moquettes. Paris empile les caisses, les plots, les clôtures, les câbles, les palettes, Fendwix, semi-remorques et compagnie. Les athlètes venus d'ailleurs repartent ailleurs. Ceux d'ici restent ici. Ils ont défilé breloqués, partis, patrie reconnaissante, page tournée. Les écartés vont revenir, les non remerciés, les pas souhaitables, les tâches humaines, les derniers des derniers, mis au mur, au loin, au banc, là-bas, loin. Ils vont revenir, recommencer l'errance, recommencer la désespérance. Paris va retrouver sa cloche, moins sonnante que Notre-Dame. On est lundi, une semaine depuis la rentrée scolaire. Un Premier ministre, enfin un nom, passation de pouvoir, discours de promesses. Et la République en peine qui traîne. On m'a dit 15 rue Jean-Baptiste Berlier. On m'a dit 13e arrondissement. On m'a dit vers 20h, quartier neuf, Paris, rive gauche, Amérique du Nord, Toronto. Pourquoi j'y pense comme ça? Similitude, accès piéton, petit portail au pied de la tour, sur la dalle, hall B, hall B, hall A. Telle est la question. Vent et crachin, ciel gris, tour grise. Je sonne, répondeur. Laissez un message, le bip pour le message. Je n'ai plus les noms, je ne les ai plus. Oubliés, merde. Comme toujours, PC de sécurité, un monsieur gentil. Il voudrait bien, mais sait pas quoi dire. Pas au courant. Une femme descend, sourire, une porte qui s'ouvre. C'est vous, c'est moi, enchanté. Il faut monter. Ascenseur et badge. Un pull rouge arrive. C'est le gentil du PC. Tout exprès pour aider. Merci, monsieur. La dame est là. Tout va bien, merci. Le béton règne, poncé, lustré, aspect brut. Toucher doux, aspect chantier pas fini. Porte noire des paliers, digicode, tuyau. Le technique qui s'affiche. Uniformité, 8e étage. Un bip encore. Des bips partout. Et elle me dit, c'est là. Après vous, elle me dit, on vous attend. C'est l'heure du brief. Les deux équipes, comme chaque soir. Des chaises plastiques, arc de cercle, moi devant, tout seul. Une vingtaine de têtes, autant de prénoms, de noms, poussés dehors. Tout en timidité. Ça s'entremêle dans mon crâne, affolement, tout retenir. Je me présente comédien, écrivain, un livre sur vous. On se raconte, moi je fais ci, moi je fais ça, depuis 2 ans. Moi 4. IDE, pardon? Infirmière diplômée d'État. On rit du jargon, pas fini d'en rire. Des acronymes partout. Moi c'est chauffeur, moi coordinateur, moi assistante sociale. J'aime la nuit, je ne dors pas de toute façon. Vous citerez les noms dans votre livre? Les noms? Non. Pour ça, faudrait retenir. Et puis c'est faux les noms. Disent rien. Nadia ou Sophie, Eric ou Farid, s'en fout. Ça ne sert pas, très peu. Pas de nom. Je préfère décrire, raconter. Ils sont rassurés, ils préfèrent. Qu'est-ce que vous voulez montrer?
Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais voir, alors je ne sais pas ce que je vais écrire. Je suis là devant vous, je ne me suis pas renseigné avant exprès. On m'a proposé 9, je préfère être 9, sans avis, sans repère, sans pensée préconçue, prévoir. S'enfermer peut-être, c'est peut-être là, peut-être, je ne sais pas. Je vais voir, je viens voir, je dis des choses comme ça. Je n'aime pas les plans disponibles, c'est ça, je leur dis ça. Être disponible, comme nous et comme vous. Bien vu, les explications commencent, on me prévient, ça peut être dur ou chiant, ou les deux. Dangereux parfois, il faut savoir plier boutique très vite. Si je dis on s'en va, il faut s'en aller, tout de suite. Le camion, c'est la zone de repli. Si ça tourne mal, on quitte tout, on s'enferme dans le camion. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, plusieurs fois. Ça peut être chaud parfois, l'alcool, la drogue, la folie. Mais bon, en général, ça se passe bien. On ne sait jamais, il y a les cas qu'on connaît et les hasardeux. Il faut bien regarder les alentours, tout voir, tout. Et puis, important, ne rien promettre, jamais. Toujours le conditionnel. Pas de décision comme ça dans l'émotion, sans remettre au coordinateur, à l'autre bout du fil. C'est lui qui dit. C'est comme ça, toi, tu n'y es pour rien. Comme ça, toi, tu n'y es pour rien. S'il n'y a pas de place, ce n'est pas de ta faute. Toi, t'as rien promis. T'as juste dit que tu allais vérifier. Pardon, on se tutoie? Oui, j'allais vous le demander. Je préfère gérer le déceptif, la frustration, la colère, la tienne, celle de l'autre, assis par terre. En fait, on dit non. On est souvent les méchants qui disent non. On passe le plus de temps à dire non qu'à dire oui. Mais on argumente ce non, on lui donne une raison, une excuse. Il faut savoir tenir ce non à distance, se déculpabiliser de ce non qui tâche, qui fâche. Non, parce que de place, non, parce que trop faible pour y aller, non, parce que trop loin, non, parce que hier c'était oui, faut pas s'habituer, non, parce que trop nerveux, dangereux, tu es dangereux pour nous, pour toi, non, parce que sous emprise, non, parce que tu saignes, regarde, non, aux urgences d'abord, non, parce que il faut que tu te reprennes, pas toujours là, tu sais, non, nous ne sommes pas la solution, nous, c'est l'urgence, tu vois, nous, c'est le SAMU social. C'est écrit là sur nos vestes, t'as vu? SAMU social. Il faudrait pas être choqué, c'est comme ça. On laisse comme ça dehors, très souvent, on ne peut rien faire. Alors on laisse là, sur le banc, sous la pluie, sur la grille du métro, on laisse là, on dit non et on repart. Le oui doit être sûr et certain. Il met la pression. C'est irrévocable un oui. Il ne peut pas être contredit, pas de non après un oui. Le oui, c'est du chaud, un lit. Le oui, c'est une douche, un vrai repas, un matin avec du café dedans. Le oui fait du bien tout de suite, avant même d'embarquer. Il peut convoquer un sourire, le oui, et se fendre d'un merci, une question. Après toutes ces explications, ces protocoles, la prudence et les avertissements. Je tente une question. La première, c'est quoi une nuit réussie pour vous? Surprise, sourire dans les yeux, réflexion en se regardant les uns les autres. Pas penser à ça, jamais. Réfléchissent, hésitent, tentez l'explication. Qui appelle, qui oblige, pas facile. Les mots, des phrases sur les choses qu'on vit sans y penser. Qui s'y risque? Je ne sais pas. Une fille sur la droite, peut-être qu'une nuit tranquille, c'est une nuit fluide, simple, avec une bonne coordination entre nous, sans trop de cas compliqués peut-être, non? Je dis ça, je dis rien. Elle regarde les autres, une autre fille au milieu. Pour moi, une nuit tranquille, au sens où tu l'entends, c'est très peu de cas traités en fait. Donc peu de gens aidés en fait. Je me suis fait cette réflexion une fois en rentrant d'une nuit cool. J'étais dans ma voiture, mais nous n'avions pas aidé beaucoup de monde. Finalement, pour moi, une bonne nuit, ce serait une nuit agitée, pas cool du tout. Mais au bout de ta fatigue, au final, t'as aidé plein de gens. Une bonne nuit, en fait, c'est une putain de nuit de merde. C'est un merci aussi. Une jeune femme, elle dit ça, comme une trouvaille, un élan soudain. On se casse le trognon, on insiste, on plaide une cause au téléphone, on convainc la coordination, on persuade la personne couchée au ras du monde, qui ne voulait pas, qui ne voulait plus, qu'on ne pouvait plus. Que ce serait mieux de nous suivre, même si ce n'est qu'une nuit, une goutte de nuit, dans un océan de crépuscule.
Et puis, quand c'est fait, que la personne s'entoure de 4 murs, enfin, le temps d'une douche, d'un repas chaud, le temps d'une sieste en pleine nuit, que la grande Skoumoun s'est pris une pichenette de réconfort dans sa face pourrie. Au moment de partir, un merci lâché comme une larme qui tombe. Il vous plante une plume dans les cheveux, te voilà guerrière mohican. Tu repars en maraude avec ça. Ton cœur bat mieux, oui, c'est peut-être ça, une nuit réussie. Un merci. Tout le monde d'accord, ce merci cloue les becs. Pas mieux à dire, on reste là-dessus. Tout le monde pense au merci reçu. Ça laisse songeur. La réunion est terminée. Tout le monde descend. Sort les badges, enfile les vestes. Ils sont chouettes tous. Des gars et des filles chouettes. Je ne les connais pas, mais c'est comme ça, simple et droit, pas de chichi. Ils vivent la nuit, moi, le jour. Pas fait de sieste, j'ai froid et je bâille déjà. Ça va être long, cette première maraude avec eux. Le van est là dehors, tout beau, tout blanc. On discute, des cigarettes s'allument. Je pose la question des clopes. Ils vous demandent des cigarettes parfois? Vous avez des stocks? Non, pas de stock. Lorsqu'on nous demande, ça vient de nos paquets. Et l'alcool, non plus. Sauf en cas de délirium trémens. Une infirmière dit ça. Mais on ne reste pas avec les personnes. On ne sait pas ce qui va se passer après. Une fois parti, pour les accros, il y a le SIAO, la halte de nuit. Il devance ma question. Qui s'occupe de la réduction des risques? On peut orienter les personnes, ceux qui boivent là où ils pourront boire de l'alcool, avec une équipe à côté pour gérer, tu vois. Oui. La maraude de jour peut avoir des bières, mais que des bières. C'est pareil pour les médicaments. On a des traitements, mais moi, je suis de la vieille école. Je ne donne pas de médicaments. En rue, je ne connaissais pas assez la personne. Je ne suis pas ce qu'elle a consommé. Je ne sais pas ce qu'elle a consommé. Il faut faire gaffe. Même avec le Doliprane, il faut faire gaffe. On peut être allergique, problème de foie ou de rein, on ne sait pas. Ou les deux, au pire même. La personne ne sait. On donne du Doliprane et puis boum, je préfère emmener à l'hôpital pour avoir ce lien, le droit commun, ramener la personne dans les structures adaptées. Les risques aussi. Le risque aussi, c'est qu'on demande tout le temps des Doliprane. Du coup, pas de médecin. C'est quoi votre définition du droit commun? Silence. Le droit commun, c'est la personne qui... On va essayer de trouver. Bonsoir à toutes et à tous. Un immense merci à Abdelmalik pour cette lecture. On va le retrouver tout à l'heure pour encore de la lecture. Bonsoir Philippe Torreton. Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là. Merci. J'entends une bonne nuit, c'est une putain de nuit de merde. Et vous savez ce que je pense, Philippe? C'est un peu comme la littérature, comme l'art. De la bonne littérature, c'est de la littérature qui dérange. C'est de la littérature qui vous pousse à l'intranquillité. Ce que j'entends dans cette phrase, c'est que c'est là où ça fait mal qu'on a le sentiment qu'on fait la différence. Je voudrais savoir, tout simplement, pour commencer, comment vous vous retrouvez à faire ces maraudes pendant 3 nuits, c'est bien ça, avec ces gens qui, à l'heure où nous rentrons, faire à manger, border les enfants, nous demander ce qu'on va faire le lendemain, faire des projets. Il y a des gens qui prennent le parti de monter à bord d'une voiture et de faire des maraudes dans la ville pour aller à la recherche de ceux qui n'ont plus rien et qui n'ont plus personne. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette aventure, Philippe ? Alors, à l'origine, c'est à cause d'un monsieur qui est là, qui dirige Calman Levy, qui s'appelle Philippe Robinet, qui m'a dit: nous avons une nouvelle collection qui s'appelle L'Engagé, que dirige aussi Isabelle Giordano. Et l'idée de cette collection, si je dois résumer un peu succinctement, mais arrête-moi Philippe si je me trompe, c'est de plonger un auteur ou une autrice dans une réalité sociale ou autre du pays tel qu'il est, de la société telle qu'elle est. Et j'ai choisi le SAMU social dans la mesure où je suis depuis longtemps avec la Fondation pour le logement, qui s'appelait pas comme ça avant, et on sait pourquoi.
Et donc, je parrainais et je parraine toujours avec Marie-Christine Barrault le festival C'est pas du luxe, qui se passe au mois de septembre en Avignon, pour que les gens un peu en marge, exclus, puissent bénéficier tout le long de l'année d'une formation, d'ateliers artistiques, et puis à charge pour eux de rendre leurs travaux pendant un week-end au mois de septembre. Et c'est donc voilà, depuis des années, je suis avec eux, et puis et là, disons que j'ai ouvert une porte supplémentaire vers l'exclusion, parce que les gens qui vivent dehors, enfin qui tentent de survivre dehors, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. C'est encore plus loin, parce que la Fondation pour le logement s'intéresse aux gens qui ont déjà un logement, ou un logement évidemment très dégradé souvent. Ce sont des gens qui sont pris en compte. Là, c'est des gens qui sont exclus de tout. Et le SAMU social a été créé par Xavier Emmanueli, qui a disparu, et Dominique Versini. Et je crois que c'était sous Jacques Chirac, il me semble, pour justement apporter une réponse, une tentative de réponse, en tout cas une aide. Mais leur tâche est ingrate. C'est-à-dire que c'est pas une soupe populaire, c'est pas des gens qui arrivent avec de la nourriture, il y a quelques éléments de confort, de duvet, etc. Mais le but, c'est que cette personne réentame des démarches, donc de remettre en jour, comme ils appellent. Donc c'est presque une urgence administrative. Alors évidemment, il y a une infirmière de temps en temps, ou un infirmier, il y a un assistante sociale et autres, mais pour parer à des urgences, des micro-urgences, des plaies, des choses, ou des questions. Mais le but, c'est de constituer un fichier de ces gens aussi, et de pouvoir créer un historique. C'est-à-dire que souvent, on ne sait rien de la personne en rue. Voilà. Et moi, ça m'intéressait, ouais, d'aller... De forcer ce regard, de forcer... c'est marrant parce que j'ai entendu... Enfin non, c'est pas marrant du tout d'ailleurs, mais j'ai entendu Jean-Marie Leclésio dans une interview il n'y a pas si longtemps s'interroger, il s'interrogeait lui-même d'ailleurs, en disant mais pourquoi on ne s'arrête pas ? Pourquoi on ne parle pas à une personne ? Alors évidemment, certains le font, hein, mais en gros, on ne le fait pas, on passe. Voilà, et de temps en temps, on met la main dans la poche, on donne un petit truc, mais on passe. Il dit mais pourquoi on ne s'arrête pas ? Et là, c'était l'occasion de s'arrêter. Donc j'ai voulu la saisir. Et puis c'est une quête de réalité du monde tel qu'il est. Et ça me poursuit depuis longtemps. Vous parlez de l'urgence administrative, et on entend dans le texte aussi tous ces noms qu'il faut trouver le courage de dire, parce que finalement, vous arrivez dans cette aventure, et vous le dites dans le texte, vous avez envie d'être utile, et en fait, la première chose que vous constatez, c'est qu'on se sent impuissant, finalement, et qu'on est amené à dire non, mais à le justifier. C'est peut-être là, me semble-t-il, la lectrice que je suis s'est dit, mais finalement, c'est peut-être dans cette justification que se cache un brin d'humanité. Oui, enfin, surtout moi, ce qui m'a fasciné chez les garçons et les filles du SAMU, comme je les appelle dans le livre, c'est effectivement leur grande humanité, leur protocole aussi de comment ils s'adressent, comment ils ne sont jamais en position supérieure par rapport aux personnes. On dit la personne, on dit la dame dans la rue, le monsieur dans la rue, le vouvoiement et de rigueur, et même entre eux. Parle de la dame. Enfin, il n'y a pas de... Ils se sentent pas supérieurs. Enfin, et dans la façon de s'approcher aussi, on ne parle pas tout de suite. On attend que la personne vous autorise à parler, par un regard, par un geste, ou carrément des mots, mais on ne s'impose pas. Et puis on se met à la même hauteur. Moi, si la personne est assise, on essaye de s'accroupir, ou parfois même on est carrément allongé à côté de la personne, ou en tout cas le plus proche, de façon à ce que ce ne soit pas une personne entourée de jambes et qui regarde comme ça des gens debout, supérieurs à elle. Et tout ça, c'est très émouvant de voir tous ces protocoles d'approche
et de vocabulaire aussi. Ça nécessite beaucoup de subtilité, parce que vous dites on attend presque d'être invité, en quelque sorte, à pouvoir échanger avec les personnes. Parce qu'on pourrait imaginer stupidement qu'on peut être attendu comme le Messie parce qu'on va aider, mais en fait c'est beaucoup plus complexe. Il y a des gens qui parfois sont même réfractaires à une approche parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait. Ils n'ont plus le courage ni même de regarder la personne qui veut les aider. Oui, moi, ce qui m'a vraiment ému, c'est ça, c'est l'énormité de la tâche et la difficulté de remplir ces missions-là. Et alors, bien sûr, il se heurte au nombre de places, qui est toujours insuffisant, mais c'est pas qu'une question de place, c'est aussi une question d'accessibilité. Je prenais l'exemple d'une dame de presque 80 ans dans la rue avec son fils qui en a 50. Et le fait qu'ils soient deux et qu'ils veuillent être deux dans la même chambre, c'est compliqué. Si on a un chien, c'est compliqué. Si on est alcoolisé, on ne peut pas. Si on a une blessure, il faut d'abord se faire soigner, etc. Parce qu'au centre d'accueil, qui était le centre Romain Rolland, il n'y a pas de médecin, donc il n'y a pas de possibilité de soigner quelqu'un qui arrive avec un bobo ou une plaie un peu plus sérieuse. Et si la personne a des difficultés à la marche, là-bas il n'y a pas d'ascenseur, donc comment on fait pour monter l'escalier? Et en fait, c'est comme si on avait prévu une sorte de SDF idéal, et qui ne serait pas alcoolisé, qui n'aurait pas de chien, qui ne serait pas en couple, ou qui ne serait pas avec son enfant, qui ne serait pas blessé, qui ne serait pas un peu agité parce que en colère, qui serait normal, bien poli. Alors là ça rentre, là ça peut rentrer. Mais en fait non, si on dit alcoolisé, j'ai envie de dire mais comment ne pas l'être en fait? Comment ne pas quand on a peur, quand on a froid, quand on est l'alcool ou certaines drogues, etc. Avoir un chien, ça protège aussi. Et puis c'est quelqu'un dont on a la charge. C'est un animal dont on a la charge. Donc on se sent utile. Nous qui sommes déshérités dans la rue, je suis utile pour cet animal-là. Donc on conserve un peu une estime de soi. Mais c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est qu'en fait, le problème, c'est que chaque cas dans la rue est une urgence, et une urgence particulière. Or, nos réponses sont assez collectives et souvent lentes. Et ce que me disait un monsieur qui vient d'Afghanistan, qui avait 10 ans de moins que moi, il était avec son fils, 11 ans, scolarisé, parce que ça, c'est plutôt bien fait en France. Les enfants sont scolarisés tout de suite, avant même de savoir si les papiers sont en règle ou pas, on scolarise. Sauf que l'enfant, quand le collège est fini, il rejoint son père sous une tente. Là, ils étaient installés derrière l'hôtel de ville. Et cet homme avait ses papiers en règle, et il me disait, c'était assez effrayant de voir ça, mais de dire que quand on me dit de revenir, que j'aurai peut-être une réponse dans 3 semaines, 3 semaines de rue, c'est un siècle. Et il nous disait, j'en suis à la 4e tente. À chaque fois que j'entame une démarche, je suis obligé de me déplacer dans un bureau. Et quand je reviens, il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien. On me l'a enlevé, on me l'a volé, ou parfois elle est brûlée. Et donc je suis cloué dans ma tente. Sinon, si je sors de ma tente, j'en ai plus. Et c'est kafkaïen, en fait. On se dit, mais que... Et les délais de réponse aussi, c'est là-dessus qu'il faut œuvrer aussi. On ne peut pas avoir une administration qui fait comme si cette personne avait un toit, avait de quoi manger. Et déjà, nous qui sommes dans le confort, on trouve ça long, parfois, les réponses administratives. On vous dit, dans 1 mois, vous aurez votre passeport. Ah, putain, c'est long. Mais on est au chaud. Et là, quand ce sont des papiers vitaux qui vous permettent d'entreprendre des démarches pour avoir une formation, pour peut-être avoir un petit premier boulot ou une demande d'appartement, etc., etc., et on vous dit que ça va être traité dans les mois qui suivent, c'est inaudible, en fait. Vous parliez des cas particuliers, qu'il ne s'agit en fait que de cas particuliers. Ce qui frappe aussi quand on vous lit, c'est
la pluralité, la multiplicité des profils. Là, vous venez d'évoquer ce père afghan avec son fils, il y avait cette dame aussi avec son fils, mais il y a des gens de tous horizons. Il y a des migrants, il y a des gens qui sont d'ici, qui ont perdu leur travail. Il y a des profils tellement multiples. Et je repense à ce que vous disiez à propos du questionnement de Jean-Marie Leclésio. Est-ce que finalement, une des raisons, parmi tant d'autres, qui fait qu'on ne s'arrête pas, c'est qu'on a peur d'y voir un miroir réfléchissant, ou comme si on regardait au fond d'un puits ce qui pourrait nous arriver? Ouais, je crois que ça participe, oui, bien sûr, il doit y avoir de ça. Et surtout que le nombre de gens à la rue explose. On est passé de 150 000 il y a une douzaine d'années à plus de 300 000. Le nombre de morts explose dans la rue aussi. On est presque à 1 millier de morts par an. Et puis on voit bien que la société se durcit, et que effectivement, moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est les différents profils en fait de toutes ces glissades successives et de choses qui ne doivent pas arriver mais qui arrivent. Voilà. Et c'est souvent ça les catastrophes, c'est ça dans l'aviation. Normalement, tout fonctionne. Et puis, quand il y a une catastrophe, c'est qu'il y a des choses qui ne devaient pas arriver, sont arrivées. Et normalement, notre société, elle est évidemment perfectible, nettement, mais il y a pire que la France. Enfin, on a quand même des choses qui permettent des garde-fous, des systèmes d'alerte dans le scolaire, système de santé, notre système de soins, etc. Enfin, et puis, ça marche pas, régulièrement, ça marche pas. Et pour peu qu'il y ait plus de famille, pour peu qu'il y ait mésentente avec la famille, pour peu qu'il y ait une maladie handicapante, pour peu qu'il y ait une addiction, etc., etc. Enfin, bref, tout simplement la perte d'un emploi. La perte d'un emploi, et tout s'additionne sur un individu. Ou en tout cas, peut-être pas tout, mais souvent, c'est quand on voit la liste de ce que ces personnes ont subi, ou enfin ont raté, ça fait beaucoup. Et je pense que oui, ça nous renvoie à ça. C'est comme parfois avec certaines maladies, je me souviens dans ma famille, le mot cancer, on le dit tout bas. Non mais il a un cancer. C'est comme si le dire tout haut, ça le rendait possible ici aussi, quoi. Donc on s'écarte de ça, soit en baissant le ton, soit en baissant le regard. D'ailleurs, vous évoquez aussi les différents degrés, en fait. On est plus ou moins mangé par la rue selon le moment où on s'y est retrouvé. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est récent? Et vous évoquez les cas de ces gens qui ne sont pas dans la rue depuis longtemps et que le SAMU social essaye peut-être, d'ailleurs, là il y a l'urgence de, peut-être il est encore temps avant que ça bascule vers l'irréversible de faire quelque chose. Mais vous racontez notamment une sorte de... sinon de perplexité de la part des gens qui viennent de se retrouver dans la rue, mais ils ont encore une forme de confiance. Comment on pourrait appeler ça? C'est un paradoxe dramatique, parce que ce que m'ont dit les garçons et les filles du SAMU social, c'est que pour ceux qui sont depuis très peu de temps dans la rue, c'est eux qu'il faudrait voir en premier, très vite. Parce que très vite, on peut enclencher des choses. La rue ne les a pas encore abîmés, ne les a pas encore... Or, ils sont invisibles, parce qu'ils ont peur, ils ont honte et ils ont peur, parce que la rue fait peur. Et donc on se cache. Et puis, et comme on a honte, on voit le petit van du SAMU social, mais on ne lève pas la main parce qu'on se dit non, c'est pas pour moi. Moi, je vais m'en sortir. C'est juste cette nuit, là, je ne sais pas où dormir, mais demain, j'ai 2-3 coups de téléphone à passer. Or, il faudrait les intercepter, les voir, leur parler. Et c'est un paradoxe dramatique, oui, parce que c'est souvent les moins visibles. Cette honte qui est à la portée, j'allais dire, de chacun d'entre nous, vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est lié à l'aspect de notre société qui valorise la réussite, évidemment, etc. Est-ce que c'est simplement, à votre avis, une question de nature humaine? On ne veut pas accepter la banqueroute, au sens large du terme. Comment vous expliquez cette honte, alors qu'on pourrait imaginer que tout le monde peut avoir un coup dur et peut être en droit de demander une main tendue?
Oui, parce qu'on est ça commence très tôt. On a des notes à l'école. Moi, c'est pour ça que je combats là-dessus aussi. Mais on est classé. On a Parcoursup après, on a plein de trucs. Et puis, donc, on est tout le temps dans des classements de réussite, de choses comme ça. Donc, la personne à la rue, c'est l'échec absolu. C'est-à-dire que tu as merdé à tous les niveaux, mon gars ou ma fille. Et donc, c'est l'exact opposé de ce qu'il faudrait qu'on soit. Et on ne veut pas le voir, ça. Et on voit bien, même dans les mentalités, par exemple, d'autres pays anglo-saxons, par exemple, d'une certaine façon, un CV sans échec est suspect. Un chef d'entreprise qui n'a pas connu une faillite, c'est suspect. On préfère quelqu'un qui a échoué, parce qu'il sait ce que c'est qu'échouer. Et donc il sait aussi rebondir. Donc en France, c'est encore tabou. Enfin, non, on est des gagnants. Moi, je me souviens de toutes ces émissions à la con dans les années 80, avec Montand qui disait qu'il faut y aller, qu'on est un pays qui peut réussir et tout ça. Enfin, avec Bernard Tapie et tout ça. Donc on est toujours un peu là-dedans. Moi, cette phrase terrible de Macron qui dit que la gare, c'est là où on voit les gens qui réussissent et les gens qui sont rien. Voilà, on est quand même encore là-dedans, mine de rien. Et c'est... on est dans un... C'est paradoxal parce que la France est un pays aussi où on donne beaucoup. Le peuple français donne beaucoup aux assos. Ça dépend un peu des années, mais en gros, il y a peut-être plus généreux que nous, mais il y a surtout moins généreux que nous. Et en même temps, on a du mal, et je m'inclus le premier, mais on a du mal à s'abaisser, à regarder, à parler, et à voir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que donner, même un petit peu, ça rassure. Mais donc oui, on est toujours dans une société qui valorise de toute façon la réussite et on a du mal à accepter le travers, l'échec, le pas de côté, la chute. Et je pense que ça participe de ça. Enfin, ouais. Comment est-ce que vous avez procédé? Parce que donc, vous avez accompagné le SAMU social, vous avez enregistré. Est-ce que vous avez pris des notes? Et comment est-ce que vous avez travaillé ensuite pour donner ce texte poétique? Moi, comme dans l'extrait du début qu'a lu Abdel Malik tout à l'heure, j'y allais sans plan, sans parce que je pense réellement ça, en fait. C'est comment prévoir ce qu'on ne connaît pas, en fait. Et donc j'y allais avec un petit carnet, un crayon, avec une gomme, et je me disais, comme un bon élève, je vais noter des choses. Mais très vite, quand je note, je regarde pas. Donc je suis en train de noter, je regarde pas. Et puis j'ai sorti du coup mon smartphone, je l'ai mis sur enregistrer, et là je me suis dit, je le pose là sur le tableau de bord ou dans ma poche. Et puis, au moins, je peux parler, je peux regarder, je peux participer. Parce que c'était ça l'idée aussi. Enfin, pour moi, c'était de pas être l'observateur d'une équipe, mais être un membre un peu bizarre de l'équipe, parce qu'il n'a pas d'antécédent, mais d'avoir... ils m'ont mis un blouson, SAMU social, parce que ça rassure les personnes à la rue, de voir qu'on est identifiable tout de suite. Et parce que ça fait peur d'être à la rue, donc des gens qui arrivent comme ça, il faut tout de suite être identifiable. Et puis ça me permettait d'être avec eux, d'aider, d'aller faire un café, ou de porter, de soutenir un corps, etc. Ou d'arrêter la circulation pour les manœuvres du camion, etc. Et ça me permettait vraiment d'être en immersion. Et à charge pour moi après de relire, de dérocher tous ces enregistrements. Et du coup, j'avais les voix aussi, j'avais les sons, j'avais tout ça.
Et ça, je trouvais ça, en fait, pour moi, c'était la bonne méthode. Encore après, trouver comment écrire ça, quoi. Une fois qu'une forme de climat de confiance s'est établi, est-ce que vous avez eu le sentiment que la parole arrivait avec envie, j'allais dire? Est-ce que ce sont des gens qui ont envie de raconter, de parler? Ou au contraire, il faut vraiment aller la chercher, cette parole, parce qu'il y aurait une démission? Ou au contraire, comme on le disait tout à l'heure, les cas sont très différents les uns des autres? Moi, je ne me mêlais pas de parler aux personnes à la rue. C'était le boulot des garçons et des filles du SAMU. Et j'écoutais. Il y en a un qui m'a interpellé un peu à un moment donné. Je le mets dans le livre d'ailleurs, mais parce que je l'écoutais, parce que c'est une telle logorée comme ça d'un type qui est parti ailleurs, quoi. Dans un Vous parlez de Thierry, c'est ça? Ouais. Enfin, tous les noms sont changés, mais dans le livre, c'est Thierry. Mais sinon, je voulais pas intervenir donc je les écoutais. Et pareil, avec le gentil, que je sais plus comment il s'appelle dans le livre, Jean-Claude, je crois. Enfin, il est Jean-Paul. Bon, bah, j'ai donné son vrai prénom, dommage. Jean-Paul, il avait déjà, certaines filles du SAMU l'avaient déjà vu, donc il y a eu une petite antériorité. Et moi, je les écoutais parler, je ne voulais pas intervenir dans ce qu'ils se disaient. Et c'était beaucoup plus enrichissant pour moi d'écouter leur conversation que d'y participer, parce que moi, j'ai aucune réponse à lui donner. Donc, non, j'étais là vraiment un observateur actif, mais un observateur. Mais quand bien même ils ne s'adressaient pas à vous, ma question c'était plutôt par rapport à leur envie ou pas justement de discuter, de raconter. Est-ce qu'il y a une véritable envie ou au contraire il y a aussi une démission au niveau de la parole? Il y a eu de tout. Ce Jean-Paul, lui, parlait beaucoup. Il adorait ça. Et c'est celui qui va dans les musées? Oui, voilà, parce que les musées sont gratuits à Paris, donc il va dans les musées et puis il aime bien ça. Et il se demandait il voulait aller dans les catacombes, quoi, mais il se pose plein de questions. Il se demandait si c'était des os en plastique ou si c'était les vrais os et tout ça. Mais il y a de tout. Il y a des gens qui sont montés à bord qui étaient complètement mutiques et d'autres qui ne parlent pas le français. Donc il y a de tout. Souvent, il y a une fatigue. Une fatigue des gens qui n'en peuvent plus, donc qui ont envie de dormir, je pense à cette femme qui avait la gale, qui se grattait, qui dit « j'arrive pas à trouver le sommeil ». Et on lui a dit « mais nous, on a une place, si vous voulez, on peut vous... » Enfin non, on avait une place, mais vu son état d'infection, on ne pouvait pas la prendre. Il fallait que... Voilà. Ça encore, ça fait partie des noms. Et donc... et elle voulait dormir. Mais souvent, la parole s'altère assez vite. Hein. C'est comme le corps, comme l'esprit. Enfin, la rue, ça gomme, ça vous gomme petit à petit. Je me demandais si c'est la raison pour laquelle vous avez choisi, si tant est que ce soit d'un choix et que ce ne soit pas quelque chose qui soit sorti naturellement, vous allez me dire, mais justement la forme de ce livre, cette scansion, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu naturellement? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez réfléchi? Vous vous êtes dit que c'était comme ça qu'il fallait entendre la parole? J'ai presque envie de dire les deux, mon commandant, c'est-à-dire que j'ai voulu... une fois que j'avais déroché tout ça, j'avais réécouté, je commençais à écrire des phrases entre guillemets normales, sujet, verbe, complément, etc. Et puis, et ça ne me satisfaisait pas. Enfin, j'avais l'impression de raconter une histoire, alors que la rue, c'est la fin des histoires. En fait, c'est la fin d'une histoire. C'est une catastrophe. Et ça allait pas. Ça allait pas. Et en plus, j'avais pas de légitimité de travailleur social qui aurait pu raconter sa vie, de médecin, urgentiste, ou comme je cite De Clercq. Donc
moi j'ai eu juste parce que 3 nuits, c'est peu hein, dans une vie. Donc, mais bon, c'est 3 nuits quand même. Et donc j'avais que ça que je me suis pris en pleine face. Et je cherchais comment rendre le lecteur complice de ces impressions, et en fait, la poésie m'a sauvé d'une certaine façon, parce que avec Philippe Robinet, donc que je cite toujours, il y a quelques temps, on a décidé de faire une anthologie de la poésie française, et donc j'ai travaillé sur la poésie que j'adore, hein, mais depuis longtemps, et je me suis aperçu en colligeant tous ces poèmes que la poésie, c'est de l'exactitude humaine. Voilà. Et comme dit le professeur Keating dans le Cercle des poètes disparus, que je vous invite à venir voir au théâtre Antoine du mercredi au dimanche à 21h, la poésie, on n'écrit pas de la poésie pour se distraire, c'est de l'essentialité humaine. Et ça n'a rien à voir avec le joli. Rien à voir. Le beau, la littération, tout ça, ce sont des outils du poète. Voilà. Ça passe mieux quand ça glisse mieux dans l'oreille, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être beau. Le but, c'est d'être percutant, percussif. C'est de lui l'essentiel de l'âme humaine, du ressenti, du sentiment. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux et au cœur quand j'ai travaillé sur cette anthologie pendant 1 an. Et c'est un matériau de connaissance de l'humanité. Et du coup, je me suis dit, bah oui, faisons ça, comme on pourrait dire poème, slam, je sais pas. Je suis pas là pour donner un nom à ce que je fais, mais en tout cas, c'est dans ces phrases courtes, ces impressions, parfois on isole un mot et qui va percuter. Sinon, le mot, s'il est dans une phrase, il est noyé. Enfin, et là, ça permet d'avoir le rejet à la ligne est une façon de mettre en exergue aussi ce qu'on a à dire, ce qu'on a à décrire. Et puis ça déstabilise, comme je l'ai été moi pendant ces 3 nuits. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ce livre soit confortable à lire. Et puis l'être humain est ainsi fait que on arrive à trouver dans le chaos un ordre, et on s'y fait. J'ai pas encore réussi avec James Joyce, mais je vais y arriver un jour. Mais on s'y fait, et au bout d'un moment, on arrive à comprendre, on arrive à se familiariser avec une langue et avec un style. Et je crois à ça beaucoup. Moi, j'ai le sentiment que vous nous invitez à respirer à l'unisson du texte, qui effectivement n'est peut-être pas forcément notre respiration naturelle, mais une fois qu'on s'y cale, on va en quelque sorte vous nous emmener en immersion dans ce que vous avez ressenti. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Plutôt que de raconter, comme vous dites, en allant à la ligne à chaque fois, vous nous invitez avant tout à ressentir ce dont vous vous êtes imprégné. Ouais. Mais je m'empresse de dire que c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses. Un autre auteur aurait très bien pu faire des phrases normales et faire un livre tout à fait percutant et formidable. Mais moi je l'ai ressenti vraiment comme ça. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette... Et en fait, quand je regarde ce que j'ai écrit depuis que j'écris, j'écris beaucoup plus de poèmes que de romans. Donc j'écris beaucoup sous cette forme-là. C'est ma façon de parler, en fait. De parler l'écrit. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Mais ma façon de coucher les mots, c'est comme ça. Voilà. Mais ça me vient comme ça, souvent. Donc... mais je crois qu'il faut... il y a ce qu'on a à dire et il y a le comment le dire. Et je pense que chaque livre doit interroger un petit peu l'écriture, finalement, d'une certaine façon.
le comment dire. Et c'est pour ça que j'aime bien ne pas savoir. Quand j'écris un livre, je sais en gros ce que je veux raconter, mais je veux pas le planifier. Je veux pas faire des fiches de personnages et du découpage par chapitre, parce que ce sont des clôtures pour l'imagination. Et souvent dans l'écriture, on se surprend à faire exister une scène, un personnage, et 5 minutes avant, on ne savait pas. Et la personne s'invite comme ça dans le roman, parce que ça, voilà, le jeu des connexions dans le cerveau font que un personnage apparaît. Et on se dit, ah yes, c'est bien. Et ça répond à une interrogation, une impasse qu'on avait. Et le but étant d'avoir on connaît la finalité, mais le chemin pour y arriver, non. Et pour reprendre encore John Keating, du Cercle des poètes disparus, il cite Robert Frost qui dit « J'étais dans les bois et 2 chemins se présentèrent à moi. Pour être sûr de prendre le bon, j'ai regardé lequel était le moins emprunté. » Et ben, je trouve que ça, pour l'écriture, c'est une phrase emblématique. Je trouve. C'est de ne pas aller là où d'autres ont été. De toute façon, ce qu'on a lu, ce qu'on a aimé en littérature, on l'a en soi. C'est en nous, donc ça va forcément rejaillir d'une façon ou d'une autre. Raison de plus pour s'intéresser à l'inattendu et l'inexploré. Dans quelques minutes, Abdelmalik va nous rejoindre sur scène pour lire encore un extrait, moi aussi. Mais j'aimerais peut-être pour finir vous demander si il y a malgré tout, parmi toutes les personnes que vous avez croisées, un moment, quelque chose qui vous a particulièrement marqué, parce qu'évidemment toutes ces histoires sont émouvantes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé plus particulièrement en vous et pourquoi ? C'est difficile d'en sortir un, ou plutôt une rencontre, enfin, mais la première m'a saisi parce que cette dame avec son fils, elle était un tout petit peu plus jeune que ma mère. Et donc, je vais près du théâtre de la Colline, place Gambetta, et c'est comme si je voyais maman sous un abribus, avec un de mes frères. Et c'est une vision horrible. Maman avec des sacs en plastique, toute sa vie de maman tient dans 3 sacs Carrefour City. Et avec mon frère qui devient à moitié fou derrière, qui erre, et nerveux et comme ça. C'est ça que j'ai vu. Ça, c'est choquant. Et ça a commencé, c'était la première rencontre. Premier cas signalé, hop, place Gambetta, et ça commence comme ça. Et je me souviens, je dis, mais il faut une place. Il dit, bah oui, mais là, je suis en train de téléphoner, on va avoir la réponse, on va voir. Et heureusement, on a eu une place. Et même, alors j'étais là, je suis content, hein, on commence, premier cas, on a une réponse positive, on va pouvoir... Mais une place à 23h30. Et donc le temps d'arriver, il va être minuit, le temps de prendre une douche, de manger un truc, il va être 1h du matin, et à 8h30, il faut rendre la chambre, ou à 9h, enfin. Donc c'est quoi ? C'est une sieste. On a obtenu une sieste. Yes. Enfin, c'est ridicule. Enfin... Et après, eux, le lendemain, cette mère et son fils vont devoir se débrouiller pour retourner place Gambetta sous leur abribus, parce que c'est leur coin, et c'est leur quartier. Et ça, c'est infiniment marquant. Mais oui, tous les cas sont marquants. De savoir que ce jeune Soudanais qu'on a vu avec sa jambe... qui était en train de se pétrifier, en fait. Et, à mon avis, enfin, c'est même sûr, il est mort. À l'heure où je vous parle, cet homme est mort, ce jeune homme est mort. Et vous dites qu'il a survécu à toute une trajectoire pendant laquelle il aurait dû mourir pour finir par mourir dans la ville de Paris. Il traverse le désert, il va en Libye, il monte sur un Zodiac
comme on a pu voir les images. Il traverse la Méditerranée, c'est un miracle. Il se retrouve, je ne sais plus, à Lampedusa ou ailleurs. Donc il arrive en France, est-ce qu'il est passé par l'Italie, est-ce qu'il a rencontré Cédric Héroux, je ne sais pas, mais il est... et il arrive à Paris, et il va mourir là. Il va mourir parce que, tenez-vous bien, on l'a emmené, enfin c'est peut-être pas moi, c'était une patrouille du SAMU qui a appelé les urgences au mois de juillet ou au mois d'août. Moi, mes maraudes, elles étaient en novembre. Et vu l'état de cette jambe, où la chair est tellement putréfiée qu'elle finit par absorber la chaussette qu'il avait. Donc c'est vous dire. Et là, à l'hôpital, comme on n'a pas le droit heureusement, mais on n'a pas le droit d'hospitaliser quelqu'un contre son gré. Donc, sauf si on est sous tutelle, etc. Donc, il dit, il faudrait rester pour ce... Et la personne ne savait dire que ça va, ça va. C'était ses seuls mots de français qu'il connaissait. Ça va, ça va. Et il a répondu, ça va. Et ils l'ont laissé partir. Avec cette jambe. Et l'infirmière était folle de rage quand elle a su que... L'infirmière du SAMU. Du SAMU. Elle a dit, mais c'est pas possible de laisser partir quelqu'un comme ça. Il suffit de voir sa jambe pour dire, bah non, les mots qu'il dit contredisent l'état de sa jambe. Donc, mais tout est tellement en sous-effectif, en surnombre de cas à traiter partout, tout le temps, que, voilà, comment vouloir à ces gens qui sont contentés de son ça va pour le laisser aller, parce que ça leur permettait de soigner quelqu'un d'autre. Et nous, on l'a vu dans le 18e, près d'une épicerie de nuit. Et quand on est arrivé, il était à deux doigts de se faire taper par deux grands cons. Parce qu'il gênait et il puait. C'est vrai qu'il puait. Et une sorte de pantin, comme ça. Oui, ça marque. Ça marque. Mais tous, hein, enfin, même ce gentil Jean-Paul ou Jean-Claude, enfin, qui correspond à l'image un peu qu'on a du clochard idéal, j'allais dire, mais il faut s'arracher ça de la tête, parce que ça n'existe pas. Et il est gentil, il a le contact avec les gens facile, les gens lui donnent des vêtements, parce qu'il est très aimable, très poli, très tout, et puis... Et quand on l'a amené au centre Romain Rolland, le directeur a dit j'espère qu'il ne nous fera pas ce qu'il a fait la fois dernière. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé sa chambre, il avait repeint de merde tous les murs de la chambre. Donc ce gentil monsieur, qui est drôle, qui a un contact avec les gens du SAMU formidable, qui les connaît et tout ça. Et en fait, il a une partie de lui qui est ailleurs, quoi. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que aider, c'est pas vouloir aider la personne idéale, c'est vouloir aider à tout prix, en réalité. Ouais, voilà, je m'aventure plus sur le terrain des solutions, parce que j'ai été battu en brèche tout le temps par ça, mais on peut quand même penser que, oui, il y a un manque de place, voilà, mais il y a surtout un manque de personnel. Enfin, il faudrait des infirmières tout le temps, et des infirmiers. S'il y avait plus de centres Romain Rolland équipés avec des chenilles, avec des agents de sécurité pour assurer aussi la sécurité. Donc ça demande des gens, donc des salaires, donc des sous. Mais quand même, je trouve que on va pas me faire croire que c'est ça qui va ruiner la France, d'autant plus que ce que me disait une personne du SAMU social, c'est que l'abandon coûte plus cher que les solutions. C'est-à-dire que vous intervenez sur une personne qui s'est coupé le doigt, c'est un peu d'extril et puis un pansement. Si c'est pas soigné, c'est une amputation. Et la rue, ça ampute. Il y a beaucoup de pieds, de doigts, de mains coupés, puisque tout s'infecte, puisque rien n'est soigné, ou si peu. Donc, les dégradations, un corps qui se dégrade, finit par coûter cher à la société. Alors que l'intervention, apparemment, ça fait 2-3 gros chèques à faire là, tout de suite, mais qu'on récupère très vite par
l'absence d'effet boule de neige, quoi, de cette misère qui s'accumule et qui crée du désordre, de l'insécurité, qui nécessite des soins intensifs, des choses comme ça, etc., etc., etc. Donc, c'est souvent ça, la prévention coûte moins cher que la réparation. Philippe Torreton, vous disiez tout à l'heure que la poésie, c'est pas fait pour être beau, pour être joli. Ce ne sont pas les sujets qui sont beaux, ce sont les émotions que les sujets invoquent. C'est ce qu'on va pouvoir encore constater avec un extrait lu par Abdel Malik qui va nous rejoindre sur scène. On va vous retrouver tout à l'heure en dédicace. Dire aussi qu'à l'intérieur du livre, il y a le site du SAMU social, on peut faire des dons. Il y a une partie aussi des billets de ce soir qui va être reversée au SAMU social, c'est important de le dire. Et chacun, à sa mesure, fera ce qu'il peut. Oui, il faut... voilà, de toute façon, si vous êtes là, c'est que je n'ai pas à vous convaincre. Hein. Donc, oui, aidons tout le temps. Je pense que... moi, je me suis dit ça quand même, qu'on peut aider mieux, c'est-à-dire, vaut mieux ne pas donner de pièces. Ça ne sert pas à grand-chose. Même si on se dit, moi, je donne 50 centimes, mais si 100 personnes donnent 50 centimes, ça finit par faire... Faut pas se dire ça. Vaut mieux ne pas donner et puis de temps en temps donner un billet. Moi, je crois que ça peut... Ou demander de quoi vous avez besoin et je vais vous l'acheter puisque je suis à côté d'un magasin, je suis à côté d'un truc. Mais vaut mieux aider comme ça, je trouve. Se dire, tant pis, je vais... De toute façon, on passe devant sans donner parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc autant l'assumer et puis se dire, mais quand on donne... Aujourd'hui, je vais vraiment faire quelque chose. On donne 10 euros, 20 euros ou 50 euros si on a les moyens. Et puis, mais tout d'un coup, ça peut faire quelque chose. Ou faire des courses. Ou une nuit au chaud. Ou aller ou retourner chez soi. Et puis prendre parmi ce qu'on a, des pulls, des pantalons, des chaussures qu'on sait très bien qu'on ne va plus mettre. Et puis redescendre avec un sac et puis donner, tout ça. Enfin, on peut aider mieux, en fait. Abdel Malik va nous rejoindre avec maintenant joie. Et nous allons l'écouter. Je veux dormir. Je suis très fatigué, vous savez. J'ai eu très froid. Je me suis gratté toute la nuit. Je comprends. Ce n'est pas tenable. Je comprends. On se dit à demain alors. Et demain, on voit si... vous avez fait ce que j'ai dit. Dire je comprends et s'en aller. Dire bon courage et s'en aller. Dire tenez bon et s'en aller. Dire à demain et s'en aller. Dire prenez soin de vous et s'en aller. Dire faites attention et s'en aller. Dire au revoir et s'en aller. Dire bonne chance et s'en aller. Alors que tu sais, talons tournés, que tu laisses un corps seul sur le trottoir, alors que tu sais que la chance est partie depuis longtemps, et avec elle le courage, alors que tu sais que dormir est compliqué, alors que tu sais que rien n'est propre, que tout s'infecte, rien ne sèche, que l'odeur est tenace, que les poux s'accrochent et que la gale colonise. C'est ce qu'ils font chaque soir pendant des semaines, des mois, et pour beaucoup des années, ils tiennent. Parce que de temps en temps, grâce à eux, une personne va se relever, entamer des démarches miraculeusement en remontant tout le torrent, en surmontant tous les obstacles. Au moment où la personne s'y attendait le moins, une place va se libérer, un logement pour un temps. Pouvoir se poser, faire le point fini, pluie, froid, canicule, plier 2 ou 3 affaires propres, les ranger sur une tablette, regarder l'extérieur depuis sa fenêtre, ne plus se confondre avec en regardant les fenêtres des autres, s'arracher du bitume, ne plus être ce chewing-gum sous les cœurs en cuir, sous les semelles en cuir de nos cœurs usés, ce porte-manteau ambulant, ce gratteux qui sent la réforme, s'asseoir à une table en aggloméré, remplir ses formulaires, un café fait par soi-même qui fume à côté, coller au mur l'utile, faire des listes, s'appliquer, poursuivre le chemin vers le miracle, s'augmenter, rassembler le puzzle qu'on était devenu, se démerder
avec les pièces qui manquent, arrêter la picole, fumer moins, s'estimer encore un peu, se persuader que ça en vaut la peine. Ce serait trop con d'arrêter. Oser un CV sans rire, constater que la rue t'a baisé de 10 ans en relisant par 2 fois la date de naissance, espérer un boulot, pas regardant, leur prouver que tu peux, t'as envie. Répéter tout seul tes entretiens coiffés, propres, chemise devant la glace. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je viens pour, asseyez-vous, retrouver le chemin de la bonne figure, ce gars d'avant, des rituels, s'asseoir sur un trône après la première cigarette. Voilà ce qui les fait tenir, ces noctambules. Enclencher ça depuis un bon jour sur un trottoir. Mais la plupart du temps, ils s'en retournent en laissant tout par terre. Parce que pas de place, rien pour elle, rien pour lui. Alors on dit à bientôt, bon courage. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une boisson chaude ? En fait, il se sent mal à l'aise. J'ai l'impression moi, je pense qu'il commence à fatiguer, que ça joue un peu. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait des situations où vraiment je me suis dit, putain, il n'a vraiment pas l'air impliqué. Tu vois, c'est ça, tu sais, il est toujours à l'écart et en même temps, il donne toujours des bons diagnostics, tu vois, des retours. Ses retours sont bons. Oui, c'est vrai, il est H24 à l'écart. De temps en temps, des bouts de conversation comme ça, entendus à l'occasion d'une montée d'ascenseur vers 3 heures du matin, en allant se restaurer pour attaquer le dernier bout de nuit. Il faut grimper tout en haut pour manger, sortir une barquette des grands frigos alignés qui s'ouvrent avec un badge. Comme tout le reste, ni bon ni mauvais, des plats à réchauffer. Le micro-ondes rend tout ça fumant, ça sent la popote. Certains s'écroulent sur des banquettes, do not disturb. Tête sous la veste, chaussures retirées, on mange solitaire, on mange regroupé. On parle de nuit, on parle du week-end. Et puis, c'est l'heure, quelques consignes du coordinateur, silence et tension. Écoute et cause toujours. D'accord, pas d'accord. Si je schématise, combien il y a d'usagers que tu n'as rencontrés qu'une seule fois ? Le mec, tu l'orientes, le lendemain, il se débrouille. En principe, je dis bien, en théorie, si le monde était beau, on ne rencontrerait les gens qu'une seule fois. Oui, mais du coup, dans ce cas-là, dans ce même principe, il n'y aurait plus personne dehors, quoi. Vu que, bien sûr que si, vu qu'on les aurait, non, orientés que, et non, ils auraient fait ce que, non, parce que chaque fois, il y en a de nouveaux qui arrivent à la rue. Pas forcément si on arrive à orienter les gens au fur et à mesure. T'as plus grand monde dehors. Si, parce que t'en as des nouveaux qui arrivent, donc forcément. Mais oui, la masse d'arrivants est beaucoup moins importante. Et puis orientée, ça ne veut pas dire trouver une solution, tu vois. Ça ne veut pas dire sortir de la rue, tu vois. Ça ne veut pas dire donner à monsieur le minimum d'autonomie pour qu'il dépende plus des maraudes. Ouais, tu vois. Et oui, je sais pas, on va y aller. S'y remettre après la pause, les clopes, les discussions. Un tour aux toilettes, le café, c'est comme ça, chaque nuit. Vers 4h30, les maraudes s'arrêtent. Retour à la case départ. Les chauffeurs déchargent les véhicules. Des petits chariots plient en pratique pour les cartons de café, de chocolat, de soupe chinoise. Tout ça retourne au conteneur. Dans la cour, les thermos d'eau remontent dans les étages. Vidés, nettoyés, mis à sécher sur un linge. Les véhicules seront nettoyés, jets d'eau, jets haute pression, intérieur et extérieur, désinfectés. Ils retourneront dans les parkings, attendant la nuit suivante. C'est le temps des notes. Entrer dans les ordinateurs alignés. Toutes les données des bureaux pratiques avec des trous pour faire passer les fils. Une grande salle de rédaction, un open space. On s'y assoit par terre. Commence la valse des doigts sur les claviers. Le responsable circule comme un prof dans sa classe. Il répond aux questions, soulève des problèmes de méthode. Certains soupirent, d'autres écoutent, font semblant. Il faut terminer le rapport, retrouver le chemin du lit, vite. On se précise des noms, des dates, des lieux, des protocoles. Les secondes deviennent des minutes sur les horloges à LED. Et ces minutes lentes pèsent sur les paupières. Dormir. Une infirmière doit rouler au moins 1 heure avant de retrouver sa maison, son copain, les enfants. Se faire un bisou, le frigo, les courses, le courrier, puis la couette, enfin. Tirer les rideaux, éteindre le téléphone. Parfois, sur le chemin du retour, des embardées. Alors, elle s'arrête, se programme une micro-sieste sur son téléphone, s'écroule sur son siège, voiture sur le côté. Il y a ceux qui s'écroulent
tout de suite. Ceux qui mangent, qui accompagnent les enfants à l'école, qui passent au Franprix, la boulangerie, 2 écoles pour la douche, les couches propres, parfumées, enlever la rue de sa peau. Ceux qui verront ça demain, tant pis, enfin, demain, cet après-midi. Il y a des visages qui trinquent, cette vie décalée s'incruste dans les yeux, pince les narines et graisse les cheveux, qui vous collent comme un masque ni gai ni triste, un truc neutre, préoccupé, luttant. Il y a les oiseaux de nuit toniques qui ne changeraient rien à cette vie noctambule. C'est diffus, ce qui les tient, tout petits, ténus, presque impalpables, mais grandioses, du grandiose, de petites choses, des petits cailloux, de facteurs cheval. Bien sûr, il y a les victoires, les grosses, les belles, contre la barbarie de nos temps qui poussent dehors, ces temps de cul-de-bat fausse. Une femme, un homme qui retrouve une dignité, qui s'en sort, comme on dit, qui donne des nouvelles à l'occasion pour remercier encore et encore une lettre brinque-ballante, une lettre qui tremble, pouilleuse de fautes, mais pleine de grâce, une carte postale d'un manque de soleil qu'on punaise. Un mail écrit sous la dictée qu'on transfère avec des cœurs et des bisous. Ces miracles ne suffiraient pas, ils sont trop rares. C'est beau, ça aide, mais pèse pas lourd face à la masse des coincés dehors, ce vrac sur les trottoirs face à leur nuit saturée d'impuissance. C'est chaque nuit de leur vie qui trinque. Non, ce qui permet d'avancer, de tenir encore une saison dans la mouise, c'est ce sentiment sans fierté ni orgueil, sans leçon à donner d'être à sa place, la juste place, le bon endroit, la misère, l'abandon, et ils y mettent les mains, les deux gantés de bleu. Mais quand même, ils se la coltinent, la palpent, la soupèsent chaque nuit. Ils ont ça pour eux, cette légitimité. Ils peuvent dire Nicholson. J'aurais au moins essayé, une place à côté du colibri, la goutte d'eau, sur le gros incendie, à rebours des raids que nous sommes. Ils se courbent, se penchent, ils s'abîment pour ça, se compliquent la vie pour ça, s'endorment au volant pour ça, réfléchissent ensemble pour ça, s'engueulent pour ça chaque nuit. Ils traquent les rangs, le désemboîté de la vie. Les bouts du rouleau qui roulent, les cuits des recuits, les qu'en peuvent plus, les qui savent plus, les trembloteurs, les trembloteuses, qui se rendent plus compte de rien. Un thé fumant à la main, des mots gentils plein la bouche, ils parlent, le nez dans l'au-delà du possible. Ils s'abîment les yeux de plaies, de pus, de furoncles, de pieds fermentés. Ils parlent, le miséreux, cette langue pas tout à fait morte, qui lutte contre le pâteux, qui zigzague entre les chicots, qui s'écorche sur les gerçures. Ils savent lire le bout de ficelle et le carton mouillé, le parcheminé de la peau qui souffre. Eux, ce sont les gentils qui se baissent, qui osent le lien. Tâche immense, moyen ridicule. But élitiste, faire sortir de la rue. Ils n'ont pas besoin d'un bon Dieu qui les regarde d'en haut. Ils font ça gratis. Sans jugement dernier, sans prime, sans frime. Ils sont là pour que tu te redresses, pour te faire entendre que c'est pas fini, pas encore. Tu peux dépendre de toi, d'aller voir derrière un guichet une disposition, un truc fait pour toi, quitte à attendre des semaines, quitte à pas comprendre, quitte à galérer pour les papiers d'hommes ou de femmes, visibles, redevenir visibles. La rue fait disparaître vite, plus vite que ta conscience. À peine dehors, tu t'effaces, on t'efface. La rue, ça efface. Puissance maléfique, incommensurable. Le premier pas dehors appelle le deuxième, et le deuxième y va. Chaque emmerde en amène une autre, tout aussi insoluble, d'où découlera une troisième, un marabout de ficelle de cheval d'emmerde. La radio diffuse une chanson sans intérêt, un point sur un dossier, suite à un appel. Le chef lit le rapport. Elle était déjà là depuis des semaines. Le conseil de quartier Gambetta, dont je suis membre, l'avait déjà signalé au 115. Elle avait disparu et allongée sur le trottoir et parle toute seule et souhaite que l'on prévienne le 115. D'accord, donc ça vient d'elle ? Ouais, c'est une dame qu'on connaît a priori. Elle s'appelle LY, c'est une dame qu'on avait... Tu baisses la radio, s'il te plaît ?
Après être partie du 20e, elle s'était retrouvée dans le 13e, à côté d'une église. J'ai oublié le nom de l'église, merde. Ensuite, elle avait bougé, s'est retrouvée aux alentours de cette église. Tu sais, là, sur le boulevard du Montparnasse, où on rencontre assez souvent Didier et Monique. Oui, je vois, je sais plus, non plus. Mais je vois qui? Mais c'est pas D? Non, c'est pas D. C'est une autre dame. Ok, bon, à voir alors. Tu pourras me passer la tablette quand t'as fini avec? Je peux te la passer maintenant, merci. C'est quoi cette chanson de merde? L'infirmière résume. Un monsieur, signalement, tout frais. On le voit très souvent. On a mis en place une balise. C'est un monsieur qui perd sa faculté visuelle. Aveugle? Presque. Quasi. Beaucoup de mal à voir. Vers la rue de la Roquette, son lieu de vie, il avait un matelas, il avait des affaires. Tout a été dégagé quand il a été hospitalisé. Et maintenant, une petite dame lui a piqué sa place. Alors maintenant, on le perd dans la nature. Donc là, c'est une vieille. Oui, c'est une vieille. Donc là, on est sur une veille. Ce n'est pas sûr qu'on le retrouve. Une veille, c'est quand? Une veille, c'est quand on a une personne qu'on va voir une fois par mois ou une fois tous les 10 jours. On fixe en gros un délai pour aller voir régulièrement si tout va bien, si elle a besoin de quelque chose. Mais pour ce monsieur, c'est chaud, il se perd, il s'est fait virer de sa place. D'habitude, il est posté juste à côté d'un bar. La serveuse le connaît très bien. On peut lui demander des nouvelles, mais là, des fois, il disparaît 5 ou 6 jours, c'est compliqué. Mais bon, on fait des veilles. Donc il ne voit rien? Il voit quasi rien, oui. Il voit des formes, mais je pense qu'il a un double glaucome. Il a été hospitalisé pas très longtemps. Une assistante sociale l'avait suivi, tentait de lui trouver une place en EHPAD, temporaire, sauf que il est parti de l'hôpital. Quand c'est comme ça, on n'a pas le droit de partir de l'hôpital. C'est lui qui a décidé, c'est ça. Il est sorti sans rien signer, le dos tourné. Oups, fin de l'histoire. Malheureusement, sur ça, on ne peut pas trop intervenir. Donc voilà, MC. Dehors et presque aveugle, vertige, ajouté à l'errance, une cécité noire dans le noir, la cerise pourrie sur un gâteau de merde. Une femme lui a piqué sa place. Me reviennent ces phrases de Clerc encore. Je les hais, la plupart du temps, ils puent. Ils puent la crasse et le mauvais vin. Ils puent la haine et la rancœur. Ils se volent entre eux. Ils terrorisent les plus faibles. Ils guettent comme les rats le sommeil des autres pour leur voler une bouteille à moitié vide. Je pense à vous, mes charbons, mes bouts de garçons, mes restes de filles, entre mégots et quilles. J'y pense dans mes soirs. C'est vous tous dans le blizzard, à plat ventre sur les bitumes, au ras des voitures qui fument. Ça voulait un métier, planter des clous, des rivets, du foin dans la grange, du pain sur des planches. Ça voulait des sourires, des dimanches en soupir. C'est quoi vos rêves? C'est quoi l'avenir? Ça s'est brisé sur quel rocher, tous ces projets? C'est qui le fautif? C'est quoi qui a repeint en noir vos dessins colorés? Quelle main a frappé? Quelle main a glissé? Qui, quoi, a fait de vous ces naufragés? Cherchez pas, il n'y a pas de fin. La rue, c'est sans fin. Pour un qu'en sort, deux s'y retrouvent, paumés, les yeux ronds, affolés, sans fin. Toujours, depuis toujours, sans fin. C'est très émouvant d'entendre son texte lu comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive, que ça nous arrive d'abord. Ce sera peut-être pas la dernière, mais je trouve ça formidable.
C'est Abdel Malik qui était venu voir un spectacle dans lequel je jouais avec Richard Kolinka et Aristide Rosier. Et on ne savait pas comment qualifier notre spectacle. Et c'est lui qui m'a donné la clé. Il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est du slam. Voilà. Donc je suis... Merci. Maître slammer. À tout de suite alors, si j'ai bien compris.